Bienvenue à tous, merci d'être venus et d'avoir répondu à l'invitation de l'ACDA. Donc l'ACDA, je vais dire quelques mots de présentation de l'ACDA. C'est un collectif qui s'est créé début 2011, donc il y a à peu près une année maintenant, qui s'appelle, donc ACDA, c'est Agir pour le changement et la démocratie en Algérie, ou si vous voulez, Algérien pour le changement et la démocratie en Algérie, comme vous voulez. Et officiellement, c'est Agir pour le changement et la démocratie en Algérie. Donc c'est un collectif qui est né, alors on l'a dit, on l'a écrit dans la foulée des révolutions du peuple du monde arabe. C'est aussi dans la foulée de la création d'un collectif qui n'a pas survécu, qui est moribond, qui est la coordination nationale pour le changement et la démocratie, en soutien à une mobilisation qui se passait en Algérie. Alors pas forcément à la coordination elle-même, mais au changement et à la démocratie en Algérie. C'est pour ça que l'ACDA s'est créé comme Agir pour le changement et la démocratie en Algérie, indépendamment de tout parti politique, indépendamment de tout syndicat, indépendamment de tout État, comme on l'a indiqué dans notre charte. Et vraiment, on se veut, l'ACDA, qui réunit des individus, donc qui est un collectif d'individus et non pas de partis politiques ou d'associations, se veut autonome et se veut un cadre de mobilisation en faveur du changement et de la démocratie, de solidarité avec tous les militants, tous les anonymes qui militent en faveur du changement et de la démocratie en Algérie. Et aussi, c'est un cadre de réflexion. Et la journée, c'est plutôt cette soirée, s'inscrit dans le cadre de cette partie réflexion de l'ACDA. Et on est à notre première conférence débat, séminaire, on peut appeler ça comme on veut. Donc, sur le modèle qui va permettre à la fois une réflexion, mais pas une réflexion chacun isolé dans son coin, mais une réflexion collective avec des intervenants qui sont extérieurs à l'ACDA, qui ne sont pas membres formellement de l'ACDA, et avec des invités qui ce ne sont pas des discussions internes, les invitations sont envoyées largement pour essayer justement de permettre une réflexion collective avec d'autres Algériens et Algériennes qui sont établis en France. Alors, pour ce qui est du séminaire d'aujourd'hui, bon, la date est évidente. Il a pour intitulé Arrêt du processus électoral de janvier 1992, 20 ans après. Et donc on va commencer, je ne vais pas tarder puisque la parole est aux intervenants et pas aux membres de l'ACDA. Je ne vais pas tarder, je vais juste introduire les deux premières, interventions et vous expliquer très brièvement le déroulement de la conférence débat et de la soirée. On aura une série d'interventions. Les deux premières dresseront un bilan, justement, retraceront les événements et dresseront un bilan de la situation. Alors, le professeur Majid Benchir, qui commence, va nous parler des origines du coup d'État constitutionnel, entre guillemets, du 11 janvier 1992, sous la perspective. Alors, il aura une analyse politique et une analyse bilan. Donc, je ne présente pas le professeur Benchir. Je pense que vous êtes très nombreux à le connaître. C'est un juriste renommé. Et les milieux, il est connu pas seulement dans le milieu universitaire, mais il est connu dans le milieu militant. Et comme il est modeste, je n'en ajouterai pas. Je ne veux pas le mettre dans l'embarras, mais il est notamment l'auteur d'un ouvrage qui s'appelle Algérie, un système politique militarisé. Donc vous voyez un peu quel est le type d'analyse que le professeur Benchir produit. Ensuite, prendra, toujours dans le cadre de cette idée d'avoir un bilan, une analyse de ces 20 dernières années, mais en réalité, ça commence en 88, ça ne commence pas en 91. Madame Feriel Fates Lalami, qui est militante féministe, universitaire, va nous exposer aussi le rôle. Alors, il y a un titre très clair, c'est les associations de femmes dans la période post-91, les enjeux et la singularité de la question des femmes dans la société algérienne et dans les soulèvements actuels dans le monde arabe. Donc, vous voyez, on a 1988-2012 et on a la problématique de la question de l'égalité. Alors, je ne sais pas si on peut dire la question féminine, mais en tout cas, la question de l'égalité de droit entre les hommes et les femmes dans
dans toute la question de la mobilisation démocratique ou en faveur de la démocratie, en faveur du changement démocratique en Algérie, mais aussi avec des exemples qui viennent de pays voisins ou de sociétés comparables à la nôtre. Ça, c'est pour la première partie. Et donc, au bout de ces deux interventions, au terme de ces deux interventions, on aura un débat d'une vingtaine de minutes. Et en tant que modérateur, j'insiste sur la durée. J'aimerais, et nous aimerions, les organisateurs aimeraient que ça ne dépasse pas les 20 minutes, pour laisser la place aux invités qui vont de la seconde partie de la conférence débat. Alors là, on est toujours dans un état des lieux, mais aussi avec une tentative de dresser des perspectives en se situant aussi en 2012, c'est-à-dire en janvier 2012. On aura donc une présentation introductive qui sera faite par Ramzi Larkem, qui est lui aussi universitaire, qui est aussi journaliste et qui est aussi militant, qui va dresser qui va faire une présentation tout simplement des réformes entre guillemets qui ont été entreprises tout au long de l'année 2011 et qui va nous les expliquer un peu du point de vue plutôt juridique, mais de vulgarisation évidemment. Et ensuite, on aura la présentation qui sera faite par deux militants qui viennent d'Algérie. Alors, ceux qui sont ici sont aussi des militants de terrain, mais là, c'est le terrain un peu plus difficile. Donc, on aura un représentant, un avocat d'abord, et représentant de la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme, Aïssa Rahmoun, qui est là, qui va nous présenter les luttes pour les droits de l'homme aujourd'hui et dans la perspective actuelle. Évidemment, on tracera fera une petite présentation historique, mais vraiment axée sur le 2011-2012. Et on aura aussi une présentation de Khdoul Chouicha qui vient d'Oran, qui est syndicaliste, qui est membre de la coordination nationale pour le changement et la démocratie Oran, CNCD Oran, qui est également universitaire, et qui va exposer alors à la fois la situation économique, mais surtout l'état des libertés syndicales en Algérie et quels sont les défis que rencontre aujourd'hui le mouvement syndical autonome pour pouvoir émerger. Donc, au terme de ces trois interventions, nous aurons encore une série de questions adressées aux intervenants pour pouvoir préciser et approfondir et pour que vous, invités, public, puissiez participer. Donc je n'en dis pas plus, j'ai déjà trop parlé. Je vais passer la parole tout de suite au professeur Benchir qui va... Donc, je vous passe la parole. Merci beaucoup. Bonjour à tous, bonsoir à tous. J'espère que peu à peu ma voix va s'échauffer et vous parvenir. Alors, aux origines du coup d'État constitutionnel, dit notre texte de présentation, je me souviens que lorsqu'après le coup d'État, effectivement, de janvier 92, j'avais écrit dans le journal L'Ouatan quelques jours après, le 11 janvier, le 13 ou 14 janvier, je ne me souviens plus, avec le titre coup d'État contre la Constitution. Il y avait des amis juristes, des collègues qui m'avaient dit comment je pouvais écrire une telle chose, non seulement parce que certains n'étaient pas d'accord que c'était un coup d'État, mais surtout parce qu'un coup d'État est toujours contre la Constitution. Et donc il n'y a pas besoin de préciser. C'est vrai, mais à l'époque je tenais à préciser que c'est contre la Constitution parce que, comme sans doute certains d'entre vous s'en souviennent, les gouvernants estimaient que c'était pour sauvegarder la démocratie et que par conséquent c'est pour renforcer au contraire la Constitution, celle à l'époque de 89, qui pour la première fois reconnaissait dans le système politique algérien le multipartisme. Autrement dit, un coup d'État il n'y a pas besoin de le préciser, n'est pas du tout évidemment constitutionnel au sens premier du terme, mais il n'y a même pas besoin de préciser qu'il est contre la Constitution. Il est par définition une atteinte à une violation de la Constitution, puisque c'est une institution dont les pouvoirs sont définis par la Constitution
ou dont les pouvoirs ne sont pas définis par la Constitution, qui s'emparent de prérogatives qui ne sont pas les siennes, en violation précisément de la Constitution. C'est ce qu'effectivement qui s'est passé en 1992, puisque le commandement militaire avait décidé d'annuler les élections, alors que ce n'était pas son pouvoir, au terme de la Constitution, d'y procéder, et qu'il a présenté en quelque sorte ce deal au chef de l'État, accepter cette annulation et continuer, ou alors, donc, eh bien, partir, même si par la suite, le chef de l'État lui-même a estimé qu'il qu'il mettait en œuvre son pouvoir de démissionner. Il se trompe évidemment sur l'analyse de la situation. J'expliquais dernièrement que même en déclarant qu'il démissionne, il aggrave encore sa situation parce que le rôle du chef de l'État est de protéger la Constitution, et dès lors qu'il ne le fait pas et laisse faire la violation de la Constitution, il se soumet à la décision qui a été prise dans le cadre d'un coup d'État. Tous les événements qui se sont produits par la suite sont consécutifs, ou sont la conséquence de cette première décision, annulation des élections. Cela, ce sont les faits. Mais en fait, pour les comprendre, il faut, comme pour le reste, nous allons voir que pour comprendre les blocages du système politique algérien, le passage au multipartisme, son échec, l'incapacité du système à réformer dans le sens d'une transition démocratique, il faut évidemment comprendre le système politique algérien. C'est pourquoi il me semble que pour réfléchir à la fois aux échecs du système et peut-être également aux échecs de ceux qui tentent d'y remédier, que ce soit au sein du système ou en dehors, c'est-à-dire dans les diverses oppositions, on revient toujours à la nécessité de comprendre le système politique algérien, parce que tout cela, tout ce dont nous parlons, les réformes conduites par le système, au sein du système lui-même ou par les dirigeants du système, et les projets de réforme préconisés en dehors du système, et donc par l'opposition ou les oppositions, nécessitent que l'on se replace par rapport au système politique. Pour comprendre le cœur du système politique algérien, il est nécessaire, mais vous le savez très bien, il est nécessaire d'envisager le rapide historique de ce que j'appelle l'emprise du commandement militaire dans le système politique algérien. Cette emprise n'est pas assumée par le commandement militaire, comme souvent un certain nombre d'actes fondateurs du système n'ont jamais été assumés par les gouvernants. Le système politique d'emblée, on se souvient, a mis en place un parti unique, et l'on a alors considéré, à mon avis trop rapidement, qu'il s'agissait d'un gouvernement par le parti. Autrement dit, d'un système de parti unique qui ressemblerait au système de parti unique qu'on connaît ailleurs, et notamment au modèle soviétique. En réalité, lorsqu'on a vu, encore une fois, même si je ne la refais pas ici, cette histoire, vous la connaissez certainement, si l'on a vu l'historique de la mise en place du système politique algérien, on voit bien que le gouvernement par le parti ne décrit pas ou n'indique pas quelle est la réalité du système qui est mis en place. Le parti unique apparaît, comme apparaîtra plus tard, on y reviendra, le multipartisme, comme une façade qui permet ou sert à cacher l'emprise du commandement militaire sur le système. Ce sont ces réunions du comité central à une certaine période où
au moment où on télévise la prise de décision au sein du comité central, on voyait comme une espèce de holà les membres militaires du comité central qui lèvent la main et puis tous les autres qui suivent en levant la main pour approuver le projet en discussion. Ceci manifeste d'une manière visuelle l'emprise du commandement militaire dans le système politique algérien. En fait, il y a bien d'autres éléments qui montrent que ce n'est pas le parti unique qui est le véritable, ce n'est pas au sein du parti unique que se conceptualisent les principales décisions ou les stratégies, mais en dehors du système, comme vous pouvez à ce moment-là avoir en vue à la fois la prise du pouvoir, la mise en place du gouvernement Ben Bella lui-même, mais surtout plus tard, de manière bien plus visible, à partir du coup d'État de juin 1965, la prise du pouvoir pratiquement complète par le commandement militaire avec un chef, le colonel Boumedienne, devenu par la suite président de la République. Ce système de gouvernement par un parti unique avec derrière un commandement militaire qui n'assume pas, comme dirait maintenant un ancien Premier ministre Rosali, qui n'assume pas la responsabilité directe du pouvoir et ne peut donc pas être sanctionné par les erreurs. Sur ce point, il a bien raison. Le seul dommage, c'est qu'il l'ait dit un peu trop tard, mais c'est jamais trop tard pour bien faire. Les différents blocages sont au cours même de la période du parti unique. Vous pouvez voir un certain nombre de points à ce sujet. Par exemple, le remaniement de 1977 par le président Boumedienne était un signe de l'échec des politiques suivies jusque-là, puisque d'industrie industrialisante menée par Blaïd Abdeslam, on passe à des industries légères menées par le même Abdeslam, qui indique qu'il faut dynamiser autre chose que les industries industrielles parce que celles-là ont échoué. Ce sont les aspects visibles de ces blocages. On sait que par la suite, le système n'a pas réussi, malgré la rente pétrolière, à approvisionner à peu près correctement le marché. Vous vous souviendrez, là aussi, il suffit de prendre un point, mais il y en a bien d'autres. Vous vous souvenez de ce qui devenait une sorte de stratégie politique, le programme anti-pénurie. Un programme de lutte contre les pénuries qui devient en quelque sorte la stratégie politique du système pour le développement. Tout cela a conduit, je passe rapidement sur beaucoup de choses, tout cela a conduit à la situation que vous savez, c'est-à-dire à l'incapacité de ce système à réformer, à même à ne pas pouvoir mettre en place ne serait-ce que la possibilité de créer des associations plus ou moins autonomes, ou en tout cas, à défaut d'autonomie, ne dépendant pas directement du parti. C'est-à-dire non contrôlées complètement et directement par le système. Nous arrivons alors, mais dans un cadre, dans une situation qui incite aux explosions, la baisse du prix du baril de pétrole et l'endettement déjà pour financer le programme anti-pénurie, nous arrivons à des blocages tels qu'au sein même du système, des luttes très fortes se font jour et aboutissent aux explosions et aux manifestations d'octobre 88 qui remettent complètement en cause ce type ce mode de gouvernement par le parti unique. Et c'est alors que ce système décide une ouverture, ou ce qu'il considère comme une ouverture politique, une ouverture de la scène politique plus exactement. Certains, peut-être qu'on aura l'occasion d'y revenir, au moins dans le débat, parlent à ce sujet
de décompression autoritaire. Et en un certain sens, ils ont raison parce que, c'est ce qui est important, c'est au sein du système lui-même qu'a été décidée cette décompression ou cette ouverture de la scène politique. Autrement dit, on a cru que pour pouvoir réformer, il fallait complètement sortir du système du parti unique. Mais dès lors que c'est le système lui-même, c'est au sein du système lui-même que se prennent les décisions, on comprend la limite à laquelle on sera confronté plus tard lorsqu'on aura mis en place ce type d'ouverture. Il est important de comprendre, dans le cadre du système que l'on annonce, les conditions dans lesquelles on a préparé cette réforme du système en 1988-89. On a comparé cette période à celle que vivent un certain nombre de pays arabes aujourd'hui, ou de pays comme la Tunisie, l'Égypte par exemple. Autrement dit, en Algérie, cette période équivaut à un printemps de l'Algérie et donc a annoncé la Constitution de 89 et celle qui la révise en 96, l'ouverture de la scène politique, la mise en place d'un État de droit, d'une transition démocratique. Mon idée est qu'il n'en a rien été et que les deux situations ne sont pas du tout comparables et que dès lors, les arguments que l'on peut invoquer devant ce type de discours tenu par plusieurs gouvernants algériens est important pour éclairer les conditions dans lesquelles se mènent les luttes d'aujourd'hui. J'ai dit que octobre 88 et les réformes qui ont suivi ne sont pas nées dans des conditions comparables aux réformes, par exemple, que l'on mène en Tunisie aujourd'hui. Personne dans l'opposition algérienne d'alors ne peut dire qu'il a participé à l'élaboration de la Constitution.